la dame à la capuche. Ce visage énigmatique nous interroge encore 23 000 ans après. Dans ce numéro, Patrick Boucheron reçoit l'historien François Bon avant de retrouver la chronique de Manon Bril. Il était une fois un visage qui d'un coup éclaire une période sans image. Cette période, c'est celle muette de la préhistoire, et plus précisément du Paléolithique supérieur, il y a 25 000 ans. Ce visage, c'est celui d'une toute petite statuette sculptée dans de l'ivoire de mammouth. Quand le préhistorien Édouard Piette la découvre dans les Landes, à Brassempouille, en 1894, je crois qu'il en tombe immédiatement amoureux. C'est que cette dame à la capuche lui permet d'envisager la part aveugle de notre passé. On ne voit ni son regard, ni sa bouche, ni ses oreilles, mais voilà que cette présence muette figure la première représentation humaine de la préhistoire et que ce premier homme est une femme. C'est assurément l'objet le plus célèbre de la préhistoire. Je n'ai pas envie de vous en dire plus, mais plutôt de vous laisser en compagnie de l'archéologue François Bon. Il n'a pas son pareil pour nous faire découvrir Sapiens à l'œil nu. Tel est le titre de son dernier livre. Je crois surtout que lui aussi est un peu amoureux de la dame à la capuche. Alors voilà cette très célèbre dame de Brassempouille, la Vénus de Brassempouille. Ce qui frappe en général les gens qui la découvrent pour la première fois, c'est sa très petite taille. Elle est en ivoire de mammouth, avec de beaux reflets de vieil ivoire. Et c'est cet objet tiré des terres de cette grotte de Brassempouille il y a une centaine d'années dont on va vous raconter l'histoire. Ce visage s'est imposé, mais pas tout de suite, comme une des représentations les plus iconiques de la préhistoire. Alors, ce visage, cette tête sculptée en ivoire, n'a jamais été qu'une tête. On sait que ce n'est pas un fragment d'une plus grande sculpture, d'après les études qui montrent que la cassure n'est pas une cassure héritée d'une pièce plus grande qui aurait été brisée. Ce visage, dame à la capuche, puisque on voit qu'elle a une parure de tête qui peut être soit une vraie capuche posée sur la tête, effectivement, soit peut-être les cheveux tressés. Il n'a pas de détails autres que les arcades sourcilières, le nez. On peut croire deviner son regard dans l'ombre d'arcades sourcilières un peu proéminentes, ce qui veut dire qu'elle est très peu expressive. Et c'est peut-être parce qu'elle est si peu expressive qu'on peut lui projeter toutes les interprétations possibles. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est devenue aussi facilement, pas tout de suite d'ailleurs, mais aussi facilement, une icône de la préhistoire, cette longue période muette par essence. Elle avait tout pour l'incarner. Premier visage de la préhistoire et premier visage d'une préhistoire à l'image d'elle-même, c'est-à-dire muette. Alors quand cette dame de Brassempouille est sortie de terre en 1894, ça fait à peine 30-40 ans qu'on a pris conscience de l'existence d'une période préhistorique. Il faut imaginer qu'il y a, mettons, 200 ans, même les plus grands savants pensent que l'homme a quelques milliers d'années. Et puis au XIXe siècle, l'épaisseur du temps de l'humanité a explosé et on s'est rendu compte que sous nos pieds gisaient des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'années qui nous avaient précédés, nous, l'humanité actuelle, et qu'on allait appeler la préhistoire. C'est bien ce qui est le plus difficile avec la préhistoire, arriver à saisir le gouffre de temps qui nous sépare. Si l'on imagine que le temps peut se tirer et s'étirer le long d'une ligne, on peut à la fois placer notre époque ici et faire défiler la ligne pour redescendre dans le temps et arriver à l'apparition des premiers homos il y a environ 3 millions d'années. Pendant une très longue période, appelée le Paléolithique, que l'on a l'habitude d'arrêter avec le Néolithique et l'apparition de l'agriculture vers moins 10 000 avant notre ère, l'Homo habilis, puis l'Homo erectus, et après lui l'Homo sapiens se déplace, maîtrise le feu, fabrique des outils de plus en plus diversifiés, mais il commence aussi à se vêtir, sculpter, dessiner, peindre. Notre-Dame de Brassempouille a été sculptée vers moins 25 000 avant notre ère. Lorsqu'on regarde l'extraordinaire densité du temps du Paléolithique, la petite dame à la capuche apparaît tardivement, à la limite du Néolithique. C'est pourquoi elle est à la fois lointaine dans le temps, mais pas si éloignée de nous, car elle a été sculptée par un Homo sapiens qui devait à de mains égards nous ressembler.
C'est ce qui va être si troublant lors de sa découverte. Alors, cette découverte nous ramène en 1894. Elle nous ramène dans les Landes, avec les Pyrénées en arrière-fond. Et elle nous ramène auprès d'un personnage, Édouard Piette, qui depuis une bonne vingtaine d'années s'est taillé une belle réputation de préhistorien dans les Pyrénées parce qu'il a fouillé un certain nombre de sites. Le voilà qui installe son chantier à Brassainpouille dans les Landes, ce qui sera son dernier chantier, mais un des plus spectaculaires du point de vue des découvertes. Et il peut débuter un chantier qui très rapidement va lui livrer des éléments qui vont tout à fait dans le sens de l'existence à cet endroit-là d'un atelier de fabrication de statuettes en ivoire. Et parmi les premiers objets qu'il trouve, d'ailleurs, il y a précisément cette dame à la capuche. Lorsqu'il la trouve à l'été 94, il est un peu saisi d'inquiétude parce qu'il la trouve trop belle et elle lui semble évoquer des figures de style égyptien, en tout cas c'est comme ça qu'il la désigne dans ses archives, à tel point d'ailleurs que sa première réaction est de redouter que ce soit un faux qu'on ait mis dans le gisement pour se moquer de lui. Mais très rapidement, quand même, il se convainc de l'authenticité de cet objet et il va la publier dans les semaines qui viennent. Et rapidement, cet objet devient donc un des objets, pas le seul, de Brassainpouille, représentant donc de ce lot de figures féminines, qui va imposer Piette, Brassainpouille et ce contexte particulier comme un des sites majeurs fouillés à ce moment-là en France. Alors Piette, c'est un géologue. De ces géologues qui justement ont inventé la préhistoire, parce qu'à s'intéresser à l'histoire de la Terre, ils ont fini par rencontrer l'histoire de l'homme. Donc il y a une documentation qui est très importante, parce que son but à lui, Piette, c'est pas seulement de trouver ce bel objet, c'est vraiment de lui donner du sens dans l'évolution de l'art quaternaire. Et cette évolution de l'art quaternaire, qui est devenue sa grande passion, il va y consacrer un des premiers ouvrages majeurs sur le sujet, qui va être un ouvrage d'ailleurs au long cours, qui va suivre, je dirais, pendant des dizaines d'années. C'est une publication parmi les plus somptueuses qui soit. Il suffit de feuilleter les planches pour comprendre qu'on a affaire là à une documentation absolument remarquable qui reste effectivement 100 ans après, un peu plus de 100 ans après même, une des plus belles collections d'art préhistorique étudiée, représentée, contextualisée. Contextualiser, c'est aussi ce qu'il faut faire avec les textes des archéologues. La découverte de ces dizaines de représentations de figures féminines du Paléolithique rencontre dans le même temps un monde scientifique européen marqué par une volonté de voir à travers ces petites sculptures des représentations réalistes du corps féminin. En ne voyant pas les dimensions symboliques ou spirituelles de ces images, les naturalistes, ethnographes et archéologues du XIXe siècle comparent dans l'espace et dans le temps ces sculptures au corps de femmes contemporaines. Or, la lecture évolutionniste et racialiste des scientifiques les pousse à des comparaisons douteuses. Édouard Piette écrit entre autres, lorsqu'il décrit certaines statuettes préhistoriques, que la longueur du diamètre antéro-postérieur du thorax est aussi un des principaux traits de la race nègre et que ses cuisses paraissent parfois revêtues, comme celles des Boshimanes, d'une bande fibro-graisseuse à leur partie externe. Vision éculée, pernicieuse, qui au-delà du difficile rappel d'un monde européen qui se pensait plus évolué, nous montre encore aujourd'hui combien les archéologues comme les historiens étaient confrontés à leur propre aveuglement. Alors, un bon siècle plus tard, depuis les travaux de Piette et toutes les recherches qui ont été menées depuis 100 ans, que savons-nous de ces artistes qui ont sculpté cette dame de Brassainpouille et qui appartiennent à une culture que les préhistoriens ont choisi de baptiser le Gravétien. Ces Gravétiens, c'est vous et moi d'un point de vue biologique. Ce sont des Homo sapiens, qu'on appelait avant les hommes de Cro-Magnon. Et ça fait déjà à peu près 10 000 ans qu'ils sont en Europe, au moment où les Gravétiens se développent. Et un des éléments qui fait certainement, qui pour les préhistoriens en tout cas, offre une clé de compréhension de cette unité du monde gravétien, c'est justement le goût très prononcé qu'ils ont eu pour la représentation d'un symbole en particulier, le symbole féminin. Sous la forme de petites figurines dans différents matériaux, en pierre, en ivoire,
Quand on les observe, regardons par exemple ces quelques Vénus qui sont devant nous, par exemple cette très jolie petite figurine appelée le Polichinelle de Grimaldi, il ne fait nul doute qu'on n'a pas affaire à des femmes au sens sociologique du terme. L'artiste qui a voulu montrer ces objets n'a pas cherché à nous décrire une femme dans son quotidien, dans son existence sociale. En revanche, il a magnifié, il a réifié la féminité, des attributs de la féminité, des symboles de la féminité, et notamment autour du thème de l'enfantement, de l'accouchement. Voici par exemple sa consoeur issue de Cireuil, malheureusement en partie brisée, donc il nous manque le haut d'une tête hypothétique mais peu vraisemblable. Elle aussi, par sa posture, par la façon dont elle est représentée, est clairement dans une attitude qui peut faire penser à une femme, une figure féminine, enceinte, ou en tout cas en gestation. Et c'est ce que l'on retrouve de manière assez fréquente, assez récurrente dans ces différentes figures sur cette table autour de moi. Et est-ce que ces objets-là nous permettent de mieux les comprendre? Sans doute sur le plan idéologique et symbolique. Il est certain que ces œuvres d'art-là nous disent quelque chose de très important de la symbolique associée à la femme, à la féminité, pour être plus précis, liée évidemment à la reproduction, la régénération, le renouvellement du monde. En revanche, est-ce que ces objets-là nous disent quelque chose des êtres sociaux qu'étaient nos Gravétiens et nos Gravétiennes? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une question qui traverse aujourd'hui l'histoire archéologique. Peut-on mieux comprendre l'histoire des femmes de la préhistoire? Pour cela, l'époque gravétienne est une mine d'informations, toutes plus intéressantes et surprenantes les unes que les autres. Dans de très nombreux lieux, en Europe, on trouve des femmes. Des parties du corps de femmes sont représentées, sculptées, dessinées, gravées. La dame à la capuche est une femme parmi d'autres, dans un monde où les représentations pullulent. Si les animaux ornent de très nombreuses grottes, comme ici, dans la célèbre grotte Chauvet, en Ardèche, on trouve aussi, si on y regarde de plus près, des exemples évidents de sexe féminin. On peut le voir aussi ici, sur le site de Cussac, ou encore ici, à Lossel, et à l'Espugue, en Haute-Garonne. Ces découvertes extraordinaires sont accompagnées de l'étude des ossements et des traces laissées dans les premières sépultures, comme ici la dame dite du Cavillon, découverte à la frontière franco-italienne à la fin du XIXe siècle. Après avoir longtemps cru qu'il s'agissait d'un homme, les paléontologues ont permis d'affirmer qu'il s'agissait bien d'une femme, âgée de plus de 24 000 ans avant notre ère, contemporaine donc de Notre-Dame de Brassempouille, et qui, comme elle, portait une capuche sertie de coquillages. Mais qui était-elle? Nous ne le saurons sans doute jamais. La dame de Brassempouille n'était pas un canon à l'époque. Elle était justement peut-être un peu subversive, et peut-être un peu trop subversive pour avoir été retenue comme un canon. L'idée de représenter des visages tels qu'elle l'exprime n'a pas eu beaucoup de succès au-delà d'elle-même à l'époque. Et on en arrive à ce paradoxe de cet objet, devenu une icône de la préhistoire, parce que précisément peut-être elle était suffisamment décalée par rapport à sa propre culture pour être capable d'en embrasser d'autres, d'en représenter d'autres, et de faire en sorte que nous-mêmes, nous nous reconnaissions dans cet objet, alors même que si on était nous-mêmes des Gravétiens, si on était assis à côté de la sculptrice ou du sculpteur qui l'a fabriqué il y a 25 000 ans, peut-être lui-même l'aurait-il effectivement jeté au milieu d'un tas de graisse de reine fumante du foyer à côté, sans y accorder beaucoup plus d'importance. Donc ce paradoxe, c'est que qu'est-ce qu'il faut pour devenir une icône? Est-ce qu'il ne faut pas justement être suffisamment à l'écart, en léger décalage par rapport à sa culture pour être capable de les embrasser toutes? Et maintenant, Manon Bril déjoue la frontière entre histoire et culture populaire.
Si la forme de la capuche existe depuis fort longtemps dans les vêtements humains, celle du hoodie date des années 1930. Le hoodie est d'abord destiné aux sportifs. Dans les années 80, il pénètre la culture hip-hop, un vêtement de la contre-culture donc qui suscite la méfiance. En 2012, le jeune Trayvon Martin, qui vient d'acheter des bonbons à l'épicerie, sort dans la rue avec la capuche relevée. Il est alors dénoncé à la police comme personne suspecte par la surveillance de voisinage et abattu. En réaction, s'organisent aux États-Unis des Hoodies March où les gens viennent habillés d'un hoodie à la capuche relevée. Mais si la capuche est perçue comme subversive, elle est à la même époque pourtant totalement assimilée par les élites. Tout comme les sneakers, les stars et autres personnes du milieu de la mode adoptent la tenue basique casual, la capuche d'abord populaire est retournée à la dame. La préhistoire ne parle que de nous. En son énigme se précipite l'idée même de la modernité. Et tout est finalement énigmatique dans cette dame à la capuche que l'on peine à inscrire dans la série des représentations féminines des artistes du Gravétien qui est dominée par les attributs de la fécondité. Ainsi naissent les icônes, par la subversion de leur propre culture. Il n'y a ici que le mystère d'un visage sans regard, sur lequel se projettent toutes nos inquiétudes. Celles qui concernent le rapport entre l'homme et la nature, celles qui mettent en jeu la domination masculine, mais aussi celles qui regardent la genèse des inégalités. Dans un livre récent, intitulé « Ce que l'art préhistorique dit de nos origines », l'historien de l'art Emmanuel Guy revient sur cette première division du travail par laquelle des artistes, car comment les appeler autrement, se firent les spécialistes de la figuration symbolique. C'est alors non seulement des techniques ou des croyances, mais une société tout entière qui peut se laisser envisager.